Alors, une des questions qui revient le plus souvent dans les commentaires, et même parfois sur des vidéos qui traitent pas du sujet, ou bien par email quand on m'écrit, c'est le choix des technos. Ça, c'est quelque chose qui a l'air d'en obséder pas mal. C'est surtout quand on se reconvertit dans le dev, ou bien qu'on est resté longtemps sur des technos un peu anciennes et qu'à un moment donné, on doit se remettre sur le marché, soit parce qu'on cherche un CDI, soit une mission. C'est le choix des technos. Et en fait, c'est pas quelque chose qui devrait nous obséder autant que ce que ça le fait. Parce qu'en fait, l'illusion qu'on a, c'est que les choses vont très vite. En fait, elles vont pas si vite que ça. C'est vrai qu'il y a des frameworks qui ressortent régulièrement, mais quand vous regardez les offres d'emploi, c'est toujours les mêmes qui sont mis très en avant, et encore plus quand vous ciblez, par exemple, plus des grands comptes ou davantage des PME. Et donc, en ce moment, par exemple, je suis en mission. Bah voilà, malgré le fait que j'ai passé l'année à bosser Vue 3, Svelte, des choses plus avant-gardiste que ce qu'on utilise tout le temps, bah, ma mission actuelle, elle est quoi? Elle est sur Ionic et Angular. Donc ça veut pas dire qu'il faut pas veiller les choses différentes, mais en attendant, pour reprendre un peu la boutade qui dit que les entreprises, de toute façon, c'est sur les vieilles techno qu'elles font de l'argent, et donc c'est sur les vieilles techno qu'elles vont vous payer. Faut le prendre avec des pincettes, hein, vieilles techno. Bon, bah, quand je dis qu'Angular est vieux, parce que ça fait combien, si on compte AngularJS, depuis AngularJS, ça fait peut-être 7 ans, 8 ans, un peu plus. Mais bon, ça continue à évoluer. Et donc, c'est pas sur Vue 3 ou Svelte qu'on me contacte le plus pour avoir un poste. Ce qui m'a pas empêché de faire une veille techno parce que j'avais le temps. Mais si j'avais pas le temps, si j'avais pas eu autant de temps que ce que j'ai consacré à la veille, oui, je serais resté simplement focalisé plus sur Angular. Et ensuite en back-end, soit Node, soit selon l'endroit où vous êtes après, selon ce qui est demandé, soit PHP, soit Java. Et tout ça pour dire rapidement, le choix des technos, c'est demander si on va se tromper de techno ou pas, c'est vraiment se prendre la tête pour rien, c'est perdre d'énergie pour rien. Et je prendrais un peu en comparaison, imaginons le dessin, que vous ayez envie d'apprendre à dessiner. Ça sert à rien de se prendre la tête pendant des semaines ou des mois à savoir si vous allez commencer par le crayon à papier, le fusain, ou la peinture à l'huile, l'aquarelle. Si vous apprenez à être bon en dessin, quel que soit, je sais pas comment on dirait pour les dessinateurs, le médium, l'outil que vous utiliserez pour dessiner, après vous pourrez passer facilement à un autre domaine, et à ce moment-là, vous n'aurez plus qu'à prendre les spécificités si par exemple vous passez du fusain à la peinture à l'huile, bah, vous saurez déjà ce qu'est une perspective, vous aurez une bonne notion du mouvement, vous aurez une bonne notion. Donc ça, c'est des choses essentielles. Et nous, en dev, c'est quoi l'équivalent de toutes ces notions-là qui ne bougent pas? Bah, c'est de savoir découper un gros problème en plus petits problèmes. Et ça, peu importe que vous le fassiez en faisant une application, en utilisant Angular ou React ou PHP ou Python, ça n'a aucune importance. C'est le fait d'être capable de partir d'un besoin client et ensuite de pouvoir le traduire en besoin technique et ensuite pouvoir résoudre, de couper des gros problèmes en petits problèmes. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis des décennies et qui n'est pas prêt de changer. Le fait d'être capable de chiffrer, c'est toujours un peu hasardeux le chiffrage, mais avec l'expérience, ça le sera de moins en moins. Ça, c'est une compétence également qui ne change pas, qui est transverse aussi bien au côté front que back, et peu importe la techno utilisée. Le fait d'avoir une bonne ergonomie de votre application, ça c'est pareil, c'est quelque chose qui s'applique. Donc finalement, il y a des choses, si on reprend l'exemple du dessin, il y a des choses que vous apprendrez de façon, quel que soit l'outil que vous décidez d'utiliser en extension de votre main, mais que ce soit un fusain, un pinceau, un feutre, une craie, peu importe. Et derrière, ce qui sera important, c'est le fait que vous apprendrez les fondamentaux du domaine dans lequel vous êtes. Il y a des choses qui finalement ne changent pas tant que ça. Et en dev, c'est pareil, où on se prend la tête souvent à se demander est-ce que je fais bien d'être sur cette techno ou pas. En fait, on peut dire qu'on a toujours raison de rester sur la techno qu'on a choisie, parce que soit vous prenez une niche, à ce moment-là, vous restez dedans, et vous allez réussir à trouver un poste du fait de la rareté de votre profil. Moi, c'est ce qui m'était arrivé. Maintenant, c'était en 2003 déjà, ça va faire 19 ans. Donc, j'avais croisé un développeur qui développait en ASP.NET et C Sharp, donc côté back. Et si bien que voilà, c'est une époque où c'était Java qui vraiment dominait tout le marché. La logique aurait voulu que je parte sur Java plutôt, parce que je passais de l'administration réseau vers le dev. Et en fait, en l'ayant connu, voilà, le truc qui m'a décidé, c'est de connaître quelqu'un qui était dans un grand compte public en l'occurrence, et qui m'avait dit qu'il y avait de la demande, beaucoup de demandes dans ce domaine, si bien que quand je suis arrivé en entretien ensuite, mon CV, il tranchait tout de suite du fait que j'avais le C Sharp comme compétence dans mon CV, là où d'autres personnes avaient eu Java et que c'était pas les projets qui intéressaient le client à l'instant T. Peut-être C Sharp,
maintenant dans lequel je suis plus depuis des années, eh ben, ça m'a servi immédiatement sur d'autres technos parce que le fait d'architecturer une application comme il faut, de ne pas mettre des requêtes par exemple vers des serveurs dans des fichiers épars, c'est plutôt d'utiliser une couche service. Le fait d'avoir des objets métiers, voilà, ça c'est quelque chose qu'on utilisait dans les applications. Bon, c'était du NTIR à l'époque. Bah, c'était du NTIR à l'époque. Donc l'architecture a un peu changé, mais sinon les principes sont restés les mêmes. Voilà, vous typez fortement votre application, ne serait-ce que pour avoir de l'autocomplétion et pouvoir vous protéger de vous-même, si on peut dire. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise encore aujourd'hui, particulièrement avec TypeScript. Le fait d'utiliser des bases de données, finalement, peu importe que vous ayez choisi au départ MS SQL ou Postgre ou MySQL, vous en connaissez une, vous savez faire des jointures, vous savez faire des procédures stockées, vous allez passer ensuite sur notre mission sur un autre modèle, donc il n'y a pas de raison de se prendre la tête à se dire est-ce que je fais bien de prendre Postgre plutôt que MySQL, est-ce que finalement ça n'a pas d'importance. Une fois que vous connaissez une façon de fonctionner, une façon de faire des requêtes, des jointures, ça fait un moment que je suis dans le NoSQL maintenant. Voilà, les choses finalement vont changer qu'à partir du moment où vous avez vraiment changé de paradigme. Ce qui s'est passé avec le NoSQL, et une fois que vous passez au NoSQL, c'est parti pour des années. Moi, ça fait combien de temps maintenant que je suis sur du NoSQL? Ça doit bien faire 6 ans, 7 ans. Et, et vous vous rendez compte que quand vous devez repasser ensuite sur des technos que vous n'avez pas utilisés depuis un certain temps, la logique vous l'avez, après c'est plus que de la syntaxe à se remettre en tête. Il y a un exemple que j'aime bien citer, c'est une boîte qui est en train de bien décoller, qui a créé un nouveau client type Gmail, un nouveau webmail. Elle l'a fait avec quoi? Avec des vieilles technos, entre guillemets, mais qu'elle maîtrise bien. Je vous mettrai en description, parce que là, de tête, je me souviens plus, mais je sais que il y avait du Ruby. Bon, après, je me souviens avoir vu la liste de langages, c'est absolument pas des choses qui sont sur la vague. Donc ça, c'est le deuxième point également. Le premier point, ne vous prenez pas la tête, l'essentiel, c'est de rentrer dans l'univers du dev, et sachant qu'ensuite, ce qui compte, c'est d'avoir les fondamentaux, et après, vous pourrez switcher sur d'autres langages, d'autres stacks, d'autres frameworks. Et de toute façon, les bases, vous l'aurez. Ensuite, il suffira de s'adapter aux spécificités du nouveau langage ou framework. Mais la logique derrière sera la même. Une constante, ça reste une constante. Une fonction, une interface, une classe, tout ça, vous le retrouverez en passant d'un langage à l'autre. Et l'autre point, c'est que souvent, quand vous connaissez, ça ensuite, c'est quand vous êtes un peu plus aguerri, vous connaissez une techno, une stack, de là, inutile d'aller chercher quel est le langage ou la stack idéale pour un projet, parce que la stack idéale à ce moment-là, c'est celle que vous connaissez. C'est celle qui vous permet d'arriver à votre but le plus vite possible. Et ça, on le voit notamment en ce moment, je suis en mission Angular, Ionic Angular. Qu'est-ce qu'on peut constater? D'une part, que c'est entre guillemets des vieilles techno, puisque Angular existe depuis, je ne sais même plus maintenant si on est plus proche des 10 ans ou des 8 ans ou des 7 ans, si on parle d'AngularJS. Alors voilà, le client n'est pas parti sur un truc super hype, parce que les grands comptes, ils sont frileux, ils sont pas... D'ailleurs, ils m'ont dit dans la première réunion, nous ne sommes pas aventureux. À un moment, j'avais lâché le fait, si vous êtes aventureux, on peut dire, on n'est pas aventureux. Voilà, ils me le disent même clairement. C'est pour les push notifications, voilà. Ils avaient des push notifications, c'est une réécriture d'application. Sur leur application précédente, ils arrivaient à faire des push notifications que vers des devices Android et pas vers des devices Apple. Alors, en fait, il fallait qu'ils utilisent deux systèmes de notification différents. Pour Android, c'est Firebase Cloud Messaging, et pour Apple, c'est APNS, Apple Push Notification Service. Et donc, quand j'aurais parlé quelque chose d'un peu moins courant, connu, et pourtant c'est quelque chose de très ça, c'est niet. Donc, tout ça pour vous dire que nous, on a l'impression, quand on fait de la veille techno régulière, qu'il faut toujours être sur les nouvelles choses, mais rappelez-vous que en face, vous avez des clients qui, eux, ont à faire tourner un business et ils n'ont pas du tout envie de prendre des risques, en fait. Donc, nous, on est sur la vague, mais eux ils préfèrent être sur du connu et du stable, parce que c'est ce qu'on dit souvent dans le monde des DSI. Personne ne vous reprochera jamais d'avoir pris une techno stable et connue. Et en revanche, si un projet va dans le mur, on vous attaquera sur le fait que pourquoi vous avez utilisé par exemple Svelte que personne connaît, ou pourquoi vous avez pris un cloud beaucoup moins connu que, je sais pas moi, que Azure ou AWS ou autre. Donc il y a un certain conservatisme, mais nous, comme on est sur la vague, on est tout à fait dans un esprit opposé, mais il faut se rappeler qu'au bout du compte, celui qui nous permet de faire bouillir la marmite, généralement c'est un client qui s'en fiche d'être sur les toutes dernières techno, il veut quelque chose de sûr, il veut être rassuré. Ça aussi, c'est quelque chose que vous apprendrez au fil des projets. Les clients, ils veulent être rassurés, ils veulent pas partir à l'aventure, sauf si c'est vraiment
des startups vraiment en avance de phase, mais c'est quand même la minorité des offres d'emploi et des offres de mission. Donc voilà, pour répondre à toutes celles et ceux qui me posent la question régulièrement et qui me la poseront encore, ça je pourrais les envoyer vers cette vidéo. Ce qui compte, c'est pas la techno. J'utilise aujourd'hui des technos qui n'existaient même pas quand j'ai commencé le dev, c'était en 2003. Euh, En chemin sont arrivées bah ouais, les bases NoSQL, alors qu'à l'époque bon, on utilisait des bases de données relationnelles. Puis ensuite, j'étais sur des missions, on utilisait les deux conjointement. Quand on connaissait la structure des données, on utilisait des bases SQL, et pour des choses sur lesquelles on se retrouvait à devoir jouer avec des données dont la structure pouvait changer de manière imprévisible, alors là, à ce moment-là, on utilisait du NoSQL. Voilà, à l'époque, on se prenait la tête à se demander est-ce qu'il faut utiliser Postgre ou MySQL ou MSSQL ou Oracle. Donc on se prend toujours la tête, alors qu'en fait, quand vous partez sur une base de données, bah, peu importe, une fois que vous savez faire créer des tables et les normaliser pour que les données se retrouvent pas dupliquées sur plusieurs tables, faire des jointures, faire des procédures stockées, ben ça, ensuite, quand vous passez d'un système de base de données à l'autre, bah, c'est juste de la syntaxe. Ensuite, se familiariser avec une syntaxe propre à une autre base de données, c'est tout, mais les principes, une fois que vous les avez, vous pouvez facilement les transposer. Et d'ailleurs, le client est tout à fait prêt à l'entendre. En ce moment, je suis sur une mission freelance, bah, le client utilise un cloud, c'est pas celui que je connais, mais je lui dis bon, pas de problème, je connais Firebase et Netlify, donc bah, Azure en l'occurrence, je pourrais facilement monter en compétence dessus, et voilà, c'est le cas. Donc, et ça marche en entretien, c'est pas la première fois que ça m'est arrivé, un client qui me demandait ce que je connaissais, je sais plus moi, quelle base de données il utilisait, bah, je lui dis que non, mais bon, comme j'avais utilisé X et Y, bah, ça y est, je passerais sans problème, je ferais le switch sans problème sur une autre. Et j'avais été pris pour la mission. Donc, c'est pour ça que c'est pas si important que ça. Et le troisième point, c'est vraiment quand on a peur de partir sur la mauvaise techno sur un projet, mais en fait, c'est rarement la techno qui va vous bloquer sur un projet, c'est rarement la techno qui fera qu'un projet ira dans le mur ou, sera une réussite. C'est plus souvent des choses transverses ou connexes, comme le fait bah, de recueillir comme il faut les besoins clients. C'est le fait de partir du cahier de charge vers les fonctionnalités, c'est le fait d'avoir une bonne ergonomie pour que les utilisateurs de votre application bah, l'utilisent déjà. Parce que quand vous faites des applications usines à gaz et que vous regardez dans les logs, vous voyez que les points les plus incompréhensibles de l'application sont jamais utilisés, bah, vous voyez que c'est plus important que de savoir si il faut utiliser C# ou Java ou Angular ou React, si vous architecturez bien votre application. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose. Pour moi, bon, je suis parti du monde du N-tier, on faisait des applications en plusieurs tiers. Et aujourd'hui, c'est davantage tout ce qui est MVC, Model View Controller, qui est utilisé. Mais en tout cas, la logique sous-jacente était la même. C'était d'avoir une architecture dans laquelle on s'y retrouve facilement, de ne pas éparpiller des requêtes vers les bases de données de partout, et plutôt de faire ces requêtes depuis un endroit central, d'utiliser ou pas des ORM ou des ODM pour éviter bah, d'avoir recours à un langage propre aux bases de données. Et plus souvent, ça m'est arrivé plus souvent que le contraire, de tomber sur des clients qui ne voulaient pas qu'on utilise d'ORM ou d'ODM parce qu'ils avaient constaté en faisant des tests que ça impactait leur base de données. Alors quand on pense que pendant des mois on peut se prendre la tête à se demander quel ORM ou ODM utiliser, mais en fait ça n'a pas d'importance, parce qu'après sur le terrain vous tombez sur des clients qui vous disent avec l'architecte à côté non on n'en veut pas. Les ORM on n'en veut pas, c'est niette, parce qu'ils ont des dizaines de milliers, des centaines de milliers de requêtes qui sont faites bah, chaque heure, et ils ont fait des tests, ça plombait leur perf et ils n'en veulent pas, alors que qu'on peut vous lire sur des forums ou voir dans des vidéos des gens qui vont vous vanter tel ODM et tel ORM, vous arrivez sur le terrain, les mecs qui vous disent que vous en voulez, qu'ils s'en veulent pas. Donc vous voyez à quel point on peut parfois être déconnecté dans nos veilles techno sur la réalité du terrain. Donc en bref, vous prenez pas la tête sur quelle techno choisir, quel stack. Prenez-en une, celle soit que vous connaissez déjà un peu et pour devenir meilleur, parce qu'ensuite quand on devient bon dans un domaine, vous allez acquérir un niveau. Il vaut mieux avoir un niveau on va dire, élevé sur un domaine comme ça que d'avoir un petit niveau sur plein d'autres domaines. Donc si vous êtes bon dans un domaine, après vous pourrez facilement transférer vos compétences. Alors que si vous touchez un peu à tout en étant moyen partout, bah, finalement vous serez opérationnel nulle part. Ça c'est vraiment la chose plus importante que de se demander quelle techno. Peu importe, vous en choisissez une, soit parce que vous l'aimez bien, soit parce que pendant vos études, bah, c'est celle sur laquelle vous avez été le plus longtemps exposé, que ce soit Python en bac, que ce soit Node,
que ce soit React en front plutôt qu'Angular, ça n'a pas d'importance. À partir du moment où vous devenez bon dans un domaine opérationnel, vous trouverez. Vous trouverez. Alors que perdre du temps et de l'énergie à se demander quelle est la techno, de toute façon personne n'a de boule de cristal, hein, j'allais dire boule de billard, mais même de boule de cristal, ce qui compte, c'est d'être opérationnel. Et après, de toute façon, des annonces, il y en aura pour tout le monde. Et moi, au bout du compte, j'ai eu beau veiller cette année de nouveau beaucoup sur React, c'est plutôt l'année passée, mais cette année sur Svelte, sur même Rust, hein, j'ai passé beaucoup de temps sur Rust cet été. Au bout du compte, sur quoi il y a le plus d'offres en 2021 encore, c'est sur les classiques. C'est Angular, c'est Node, c'est PHP, que ce soit en utilisant Laravel ou Symfony. Enfin, c'est secondaire ce qui compte. On prend un développeur ou une développeuse. À la limite, vous pouvez dire au client, comme je vous l'ai dit, moi je l'ai encore fait il y a 2 mois sur la mission sur laquelle j'ai été pris. C'est pas la techno que je connais, c'est pas la techno spécifique au projet que je connais qui m'intéresse, c'est de savoir si je serais capable de passer sur leur techno. Voilà, si on voulait résumer la chose, c'est ça que vous devez faire. Et ça, c'est une compétence aussi en entretien d'être capable de rassurer le client. De dire, bah oui, mais ça non, cette techno spécifique sur le projet, je la connais pas, mais j'en connais deux autres qui sont très similaires, donc je passerai à une autre. Et c'est ça la réalité du métier de développeur. En dev, on a plus tendance d'une mission à l'autre à passer d'une stack à l'autre. Sauf vraiment si vous êtes freelance et vous décidez de rester sur une stack, vous êtes freelance, là vous pouvez vous le permettre. Vous choisissez votre stack et ensuite vous choisissez un client en fonction de votre stack. Les spécialisations, c'est vrai que c'est important. Je dirais c'est presque le glaçage du gâteau. Désolé, je repars sur la bouffe, mais c'est le glaçage du gâteau. Et le gâteau en lui-même, c'est de nouveau de savoir faire un chiffrage, de savoir créer des specs, de savoir architecturer une application. Et ça, c'est quelque chose qui bouge pas si vite que ça se compte en décennies, le mouvement. Tout le reste au-dessus, le type de framework, front to back, c'est l'écume qui a en fait le fondateur. Tiens, voilà, j'ai une image de ça, tout ça, le gars, tout ce qu'il y a au-dessous de la surface, ça c'est vraiment ce qui est important. C'est c'est l'architecture, c'est la capacité de couper un gros problème en petits problèmes, c'est être capable de tester une solution, savoir laquelle est meilleure que l'autre, et pas au doigt mouillé, vraiment en ayant quelque chose de concret, que ce soit des métriques qui vous permettent de décider que cette solution est plus performante que telle autre, que ce soit des logs qui vous permettent de voir que voilà, vous avez des problèmes avec cette techno et pas ou moins avec telle autre. C'est des choses concrètes, finalement c'est un esprit plutôt scientifique qu'une opinion ou qu'une crainte. Et ça, on se laisse trop souvent guider par des opinions. Moi je préfère ça. Non, en fait, ou telle techno est mieux. Non, souvent on trouve qu'une techno est mieux parce qu'on est plus habitué à cette techno. Donc voilà, si vous avez des questions sur le sujet, parce que je sais que c'est quelque chose d'obsédant, et moi je me rappelle moi-même avoir pas mal été obsédé par la chose. Et maintenant avec le recul, je me rends vraiment compte que l'essentiel ne change pas tant que ça. Et ensuite, quand vous avez de l'expérience dans un certain sujet, le mouvement transverse à faire pour vous adapter à une techno concurrente, il est moins compliqué qu'il y paraît. Et à moins vraiment de vouloir vous positionner en tant qu'expert sur une techno, bien souvent, enfin, il y a quand même beaucoup moins d'experts que de généralistes. Souvent, ceux qui se posent la question de toute façon de quelle techno choisir, c'est pas des experts, c'est pas je veux pas être méchant, mais c'est un expert, il sait déjà, il sait pourquoi il a choisi telle expertise. Bien souvent, c'est suite à ses technos précédentes, suite à ses missions précédentes, donc il se pose même plus la question. Mais ce qui compte, c'est les fondamentaux, agrémentés ensuite de choses qui s'ajouteront par expérience, que ce soit de choisir du NoSQL ou du SQL, que ce soit de choisir Angular, React ou Vue, que ce soit... et ça, généralement, ce sera les missions que vous aurez eues qui vont déterminer que vous aurez fait plus de missions en Angular. À ce moment-là, vous allez rester sur l'Angular, ou qu'à un moment, quand vous allez commencer à être approché de plus en plus souvent sur du React, à ce moment-là, vous montrez en compétence sur React. Mais que ce soit en Angular ou en React, de toute façon, la logique sera la même, sera une logique de composants. Donc vous avez vu, il y aura toujours une logique sous-jacente à repérer. Vous aurez des composantes, vous aurez du routage, vous aurez du lazy loading. Enfin, c'est toujours les mêmes questions, les mêmes problèmes de toute façon qui se posent, et c'est eux qui sont importants. Et eux, ils bougent pas tant que ça, ils bougent pas si vite que ça. Après, chaque framework, chaque librairie a sa façon de répondre à un problème, et c'est ce problème et les différentes solutions disponibles qui comptent. En tout cas, moi, c'est la perspective que j'en ai maintenant, mission après mission. Dites-moi si vous,
votre expérience vous confirme cette façon de voir les choses, ou si au contraire vous trouvez que y avoir une approche plus spécialisée est quelque chose qui a davantage répondu à votre parcours. Un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et à bientôt.